Je vais ici mettre les sons en les isolant. Vous voyez que les lettres sont répétées plusieurs fois, mais ce sont ici, par exemple, ce son de qui correspond au TH, voisé. Le I, il est facile à reconnaître, c'est le E court. Le son correspond souvent à la lettre S. Ce son-là, c'est le son IE que l'on a dans Young, que l'on a dans Beautiful. Ce son-là, c'est celui qui correspond à la graphie NG, Sing, par exemple. Ça, c'est le diphtongue A que l'on a dans Lady, etc., etc. Vous voyez que j'ai découpé ma phrase en unités qui sont des phonèmes, c'est-à-dire des sons. Le phonème, c'est l'unité minimale non porteuse de sens. Donc nous sommes là, dans une unité. Alors voilà, là j'ai fait un copier-coller, j'ai fait une grosse bêtise. Donc vous voyez, il faudra que je le corrige avant de le mettre en ligne. Ce sont ici des unités distinctives. Et on est dans la deuxième articulation. Je suis désolé, la troisième fois. Unité distinctive, deuxième articulation. Oui. Non, justement, les phonèmes n'ont pas de sens. Parce que je me suis trompé, ce sont les unités distinctives. Attendez, je vais essayer de le corriger, ça sera plus simple. Oui, vous avez une question ? Entre syllabes et phonèmes, c'est comme ça, c'est quoi la différence C'est quoi la différence entre syllabes et phonèmes? C'est ça le mot? Oui, alors, attendez, je suis un homme, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Mais je crois que. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a dit que je n'ai pas acheté au fils. Effectivement, je ne l'ai pas acheté, mais c'est la fac qui l'a acheté. Hein. Donc, non, je ne peux pas le corriger. Je le ferai chez moi. Et je corrige maintenant. Si vous pouvez notez bien qu'il s'agit de. Il s'agit ici d'une unité non significative, non porteuse de sens, et on est dans la deuxième articulation. Si je prends le mot lady, par exemple, on est d'accord que lady est constitué de deux syllabes, hein, lady. Hein, je pense que c'est clair pour tout le monde. La syllabe, ça n'est pas porteur de sens. Et une syllabe comme lay, c'est constitué de ce phonème le et de ce phonème a. Donc il y a deux phonèmes pour faire une syllabe. Mais on n'est pas plus dans le sens que lorsqu'on a un phonème. Par contre, l'association de elle et de lay, ça peut donner le verbe lay qui lui a un sens. D'accord? Mais dans un autre contexte. Là, c'est carrément un mot. Oui. Dans lady, vous avez deux syllabes, lady, et vous avez quatre phonèmes. Vous avez le L, lay, d'accord? L, A, de et I qui est là. Pour résumer, la double articulation, c'est une caractéristique du langage qui fait que, avec un nombre limité de moyens, c'est-à-dire 44 phonèmes, hein, vous les chercherez, vous les étudierez de toute façon, même si vous ne les cherchez pas, ils viendront à vous, il y a 44 phonèmes en anglais. Plus qu'en français, vous voyez, en français, on en a 36. Mais avec ces 44 phonèmes, simplement, on arrive à faire des centaines de milliers de mots en les combinant entre eux. Et en combinant entre eux ces centaines de milliers de mots, on peut créer une infinité de phrases. Donc vous voyez le caractère extrêmement économique de la double articulation, qui est donc cette caractéristique du langage humain. Je précise le langage humain parce que si vous prenez un chat par exemple,
qui dit miaou. En français comme en anglais, on pense un petit peu différemment, mais en gros c'est miaou. Les gens qui ont des chats diront oui, mais moi je parle avec mon chat. Effectivement, on arrive à communiquer avec un chat, parce qu'il va dire miaou d'une certaine façon, et puis miaou d'une autre façon, et il va certainement se faire comprendre. J'ai faim, j'ai envie de sortir, ou je ne sais quoi. Je ne suis pas un spécialiste des chats, mais en gros, je pense que on sera d'accord là-dessus. Mais on ne voit pas de double articulation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans miaou une unité significative et une unité distinctive. Il y a un ensemble qui, en fonction du contexte, en fonction de l'intonation, aura un sens ou un autre. Mais il n'y a pas cette économie, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre le son de me de miaou pour faire un autre mot. Et puis, j'ai parlé du langage humain, mais j'ai précisé, je n'ai pas dit, le langage naturel humain. C'est-à-dire que la musique, par exemple, c'est un langage qui est écrit par des humains, qui est codé par des humains, mais il n'y a pas non plus de double articulation. Il n'y a pas d'unité significative dans le solfège. Voilà, donc j'espère que c'est clair. De toute façon, j'y reviendrai sur la double articulation, mais je passerai rapidement parce que je pense que vous avez saisi de quoi il s'agit. Donc, on est d'accord, les dessins sur la grotte, dans la grotte de Lascaux, ça n'est pas de l'écriture parce qu'il n'y a pas de double articulation. Ça ne correspond pas donc à l'expression caractéristique du langage humain. Pour remonter à l'invention de l'écriture, il faut aller jusqu'au 4e millénaire avant la Terre. Alors là non plus, on parle d'écriture, mais c'est un peu un abus de langage parce qu'il n'y a pas non plus de double articulation. Lorsque l'écriture a été inventée, qu'est-ce que c'était finalement? C'était des dessins. Alors, on a un peu de mal à comprendre exactement à quoi font référence ces dessins, mais on en avait besoin. On gravait ici des dessins dans l'argile, par exemple. Ça servait un peu de contrat. Par exemple, lorsqu'on faisait du commerce, eh bien, on pouvait compter le nombre d'objets que l'on échangeait, et peut-être le prix que cela coûtait. Donc ici, chaque dessin renvoie à un concept. C'est ce qu'on appelle des pictogrammes. Et puis, l'écriture a évolué, et du pictogramme, ici par exemple, c'est un pictogramme qui renvoie à une chaîne. Mais on ne peut pas utiliser un élément de la chaîne pour faire un autre élément où cet élément-là aurait la même signification, la même prononciation. Donc ça, c'est une chaîne en point, c'est tout. C'est un pictogramme. Ensuite, dans l'évolution, le pictogramme est devenu un idéogramme. Et là, on est entré un petit peu plus dans l'abstraction. C'est-à-dire que, ici, vous avez finalement deux pictogrammes. Vous avez un oiseau et puis un œuf. Mais l'association de ces deux pictogrammes fait référence à un concept abstrait, le concept de fécondité. On n'est toujours pas dans la double articulation. Même si on a l'œuf, etc., on n'est pas, pour qu'il y ait double articulation, rappelez-vous, il faut qu'il y ait des unités non significatives, des unités distinctives. Ici, on est dans la signification. L'œuf, ça a un sens, et l'oiseau, ça a un sens. C'est uniquement lorsqu'on est passé au phonogramme, c'est-à-dire finalement à l'écriture, où le signe renvoie à un son. Et le son est réutilisable, parce que le son, en tant que tel, n'est pas porteur de sens. D'accord? C'est l'association des sons qui va donner du sens, comme on l'a vu dans la double articulation. Donc là, le son, ici on a le son K. Et bien, le son K peut se combiner à d'autres sons pour donner naissance à des unités significatives. Et le son K peut se combiner à une variété de sons pour donner des tas de mots différents. Et c'est ce qui fait l'économie du langage. Donc, voilà un exemple d'écriture évoluée.
l'alphabet des Phéniciens. Vous voyez, ça date de 1000 ans avant notre ère seulement, donc on est dans une époque beaucoup plus récente que les runes que je vous ai présentées tout à l'heure. Et cet alphabet a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il est arbitraire. Au départ, lorsqu'on avait des pictogrammes ou des idéogrammes, ça n'était pas arbitraire. Pour faire référence à une chèvre, eh bien, on dessinait une chèvre, d'accord? Maintenant, pour faire référence à un son, on met ensemble deux signes comme celui-ci, et on a un son particulier, d'accord? Rien ne prédestine la lettre P, par exemple, à être prononcée P. Pourquoi? C'est totalement arbitraire. Donc ça, c'est aussi une caractéristique du langage humain, et j'y reviendrai parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et la deuxième, donc, c'est que les unités distinctives se combinant entre elles pour donner naissance à des unités significatives, on est dans la double articulation. Et là, on est de plein pied dans le langage humain. Voilà. Mais là, évidemment, pour arriver à construire, à concevoir un tel alphabet, il faut qu'il y ait une réflexion, il faut qu'il y ait une théorisation sur le langage humain. Mais là, ce que l'on voit, c'est le résultat de cette théorisation. Mais la réflexion sur le langage humain, donc, elle a commencé, on l'a compris, avec l'invention de l'écriture qui a animé avant notre ère. Et puis, 2000 ans à peu près avant notre ère, en Mésopotamie, c'est-à-dire grosso modo là où se situe l'Irak de nos jours, on a créé des écoles de scribes. Les scribes, c'est ceux qui écrivent, donc qui maîtrisent la langue. Et dans ces écoles de scribes, eh bien, on faisait quelque chose qui a semblé très moderne au XVIIIe siècle, c'est qu'on comparait les langues. On comparait une langue morte à l'époque, le sumérien, dont on avait gardé une trace, et l'akkadien, qui était la langue parlée par ces scribes. Donc ça, là, on était déjà dans la grammaire, peut-être même dans la linguistique, mais évidemment, on ne parlait pas de linguistique. Voilà, donc, si vous voulez situer la Mésopotamie à l'époque. Et puis, en se rapprochant de notre ère, la première vraie grammaire, c'est celle qui a été écrite par un certain Paganini, avant de faire les petites images avec le footballeur, il a fait la grammaire, et il a formulé, quand même, pas moins de 3959 règles de morphologie du sanskrit. La morphologie, c'est quelque chose, c'est un mot qui vous fait difficulté, je vous explique? Oui. Oui. Alors, je reviendrai de toute façon, je crois que j'ai prévu ça un petit peu plus tard, mais je peux avancer, je peux anticiper. La morphologie, c'est l'étude de la forme des mots. Quand je prenais l'exemple de Bjösföle, par exemple, je disais que Bjösföle est composé d'un radical biogé, d'un suffixe faux, d'un suffixe lé, je fais de la morphologie. Tout ce qui concerne la composition d'un mot, sa forme, qu'il soit au singulier ou au pluriel, par exemple, si je dis book ou books, si je dis sing ou sings pour la forme d'un verbe, je fais de la morphologie. Donc, 3959 règles concernant le sanskrit. Alors, le sanskrit, c'est la langue ancienne, la langue sacrée, qui correspond à une zone géographique que l'on peut plaquer grosso modo sur l'Inde actuelle. Voilà, et puis un petit peu plus près de nous, Platon. Si vous ne voyez pas à quoi ressemble Platon, il est là. Alors Platon, c'était un philosophe qui a énormément fait avancer et progresser la pensée humaine, et notamment sur la langue. Il a beaucoup réfléchi à la langue, et il a distingué deux parties de l'énoncé. Ça devrait vous rappeler quelque chose, parce que normalement vous avez vu ça en TD la semaine dernière déjà.
même si on n'a pas utilisé le même mot. Hein. Onoma c'est le nom, hein. C'est-à-dire ce dont on parle, et le verbe rema, c'est-à-dire ce que l'on dit du nom. Ça vous rappelle quelque chose? Prétérit, non. Prédicat. Prédicat. Le sujet, eh ben, voilà, c'est ce dont on parle, et le prédicat, c'est ce que l'on dit à propos du sujet. Et voilà, Platon avait déjà découvert cela, en mettant des termes différents. Et vous remarquerez quand vous avancerez, je n'insiste pas plus sur ce terme, mais on en reparlera d'ailleurs, je crois ce semestre, on reparlera de reine. Hein. Là où certains disent sujet prédicat, d'autres disent thème et reine, hein, en utilisant le mot grec, hein, utilisé déjà par Platon. Alors, Platon a écrit beaucoup de dialogues, hein, à visée pédagogique, et il y en a un qui s'appelle Cratyle, qui est un dialogue donc entre deux hommes qui se pose des questions sur la langue. Et là encore, ce sont des questions extrêmement modernes parce qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour que l'on revienne sur ces concepts. La langue est-elle un système de signes arbitraires ou naturels démontrant une relation intrinsèque avec ce qu'il représente? Je ne sais pas si c'est absolument limpide pour vous, mais tout à l'heure je vous disais, qu'est-ce qui prédestine la lettre P, formée comme ceci, à être prononcée peu? C'est arbitraire. Mais pendant longtemps, on s'est demandé si finalement la langue c'était quelque chose qui nous venait soit naturellement, soit de Dieu, hein, pour ceux qui voient une origine religieuse. Mais quelle que soit l'origine que l'on va lui donner, on peut se demander si elle est motivée ou bien si elle est arbitraire. Est-ce qu'il y a un lien qui m'impose de prononcer tel mot de telle façon, de désigner tel concept par tel mot, ou bien est-ce que c'est finalement, j'aurais pu l'utiliser de façon différente, hein? La réponse, maintenant, à quelques exceptions près, c'est que ce lien est arbitraire. Aristote, qui est venu juste après Platon, a poursuivi l'enseignement de son maître, et il a apporté une notion qui est importante, qui n'est peut-être pas évidente pour tout le monde ici. Je vous engage à chercher ce qu'est ce mot, parce que vous en aurez besoin tout au long de vos études. C'est le mot de conjonction. Hein. Conjonction, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Jonction, c'est ce qui relie, et le préfixe con, qui veut dire avec. Hein. Donc la conjonction, c'est ce qui relie deux éléments, l'un avec l'autre. Si on avance dans l'histoire, si on se rapproche de nous, les stoïciens, hein, qui étaient aussi des philosophes, qui ne se préoccupaient pas que de langage, mais qui ont aussi réfléchi à la langue, ont établi la différence entre nom propre et nom commun. Nous sommes paraît évident, mais il y a eu une époque où ça ne l'était pas. Le terme d'article a été introduit il y a donc un peu plus de 2000 ans. Les Alexandrins, d'autres philosophes, qui, eux, inventoriaient et étudiaient les textes, ont distingué 8 parties du discours. Ce sont des choses que l'on utilise maintenant encore. Hein. Nom, verbe, participe, article, pronom, préposition, adverbe, conjonction. Oui, il y a des mots qui existaient déjà, hein, mais eux ont fait les choses de façon plus systématique. Et puis, il y avait des ouvrages qui ont été produits au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le premier manuel que l'on connaisse, manuel de base de l'enseignement de la grammaire, que l'on a utilisé jusqu'au XVe siècle. La technique grammatique. Bon, si vous ne vous souvenez pas de son auteur, Denis Le Trace, on n'est pas absolument certain de toute façon, qui était un alexandrin, ce n'est pas dramatique, mais notez que cet ouvrage
ce manuel a fait loi pendant 18 siècles. Un autre manuel, plus récent, c'était l'Ars Grammatica, l'art grammatical de Donat, qui lui s'intéressait à l'enseignement du latin classique, qui a été composé de deux parties. Une première partie dont on va dire qu'elle est plutôt descriptive, description des lettres, des syllabes, des accents, etc. Et puis une deuxième partie un peu plus descriptive, qui ressemble plus à de la linguistique finalement, avec un exposé morphologique, des traits morphologiques de chaque catégorie de mots, etc. Oui. Vous avez dit que la première était descriptive, du coup la deuxième est aussi descriptive. Oui, j'ai dit, je n'aurais pas dû dire ça, vous avez bien fait. C'est-à-dire que la première est une description superficielle, oui, si vous voulez, mais qui a un caractère, oui, vous avez raison, qui a un caractère plutôt, qui est à la fois descriptif, mais qui a un caractère prescriptif, c'est-à-dire ce qui permet l'apprentissage de la lecture. C'est comme ça que l'on doit dire les mots, etc. Alors que le deuxième est plus descriptif, un peu plus scientifique. D'accord. Merci. Merci pour votre question, ça m'a permis de préciser quelque chose qui ne l'était pas. Et puis, une troisième partie où on retombe, c'est pas un défaut, mais où on repart dans le prescriptif, c'est-à-dire les défauts et les qualités de l'énoncé. Donc, une visée plutôt esthétique. Alors, on en arrive au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelle les arts libéraux. Les arts libéraux, c'était les disciplines qui étaient enseignées dans les écoles. Et on pouvait les diviser en deux catégories. Vous aviez le quadrivium, que l'on appelait artes reales, c'est-à-dire les arts qui font référence au nombre, qui correspondent aux sciences exactes de nos jours, plus ou moins. Donc, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Quadrivium, il y en a 4. Et puis, les arts de la conversation, la grammaire, la dialectique et la rhétorique. Le trivium, il y en avait 3. Et vous noterez qu'à l'époque, maintenant, on a l'impression qu'il y a des sciences exactes, les dures, qui ont une certaine supériorité d'une certaine façon, et puis ce que certains appellent les sciences molles, donc déjà le terme n'est pas très valorisant, qui sont les sciences humaines, qui sont quelquefois un peu méprisées. Alors, les deux ouvrages que l'on utilise beaucoup au Moyen-Âge, c'est Ars Grammatica, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui date du 5e siècle, et puis Institution grammaticale, qui est un peu plus récent. Bon, je passe, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est maintenant, au XIIIe siècle, apparaît une première scission. On va trouver d'un côté la grammaire normative, c'est-à-dire la grammaire prescriptive, on y revient toujours, où on édicte les principes fondamentaux de la langue latine. Vous savez que la langue qui était enseignée, c'était la langue latine, pour une expression correcte, et on apprenait par cœur. Et pour favoriser l'apprentissage par cœur, eh bien, on faisait des rimes. Les traités sont versifiés pour favoriser l'apprentissage par cœur. Et puis, une grammaire peut-être plus ambitieuse, plus descriptive, qui est la grammaire spéculative. Donc, qui a un côté plus scientifique. On s'intéresse donc au fondement de la grammaire, aux règles de construction des énoncés. Donc là encore, il ne s'agit plus d'apprendre comment bien parler, mais de comprendre comment fonctionne la langue. Et puis, quand on avance encore un petit peu, on arrive là
XVIIe siècle, il y a une grammaire qui a eu un fort retentissement. C'est ce qu'on appelait la grammaire de Port-Royal. Et son nom complet, c'est la grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, qui a été écrite par deux grammairiens, Arnaud et Lancelot, et qui avait un certain nombre de principes, notamment le fait que d'apprendre la grammaire d'une langue étrangère, non pas dans cette langue, mais dans sa langue maternelle. Vous remarquerez que c'est ce qu'on fait en ce moment à l'université. On fait de la grammaire anglaise, enfin on fait de la linguistique, mais vous avez compris que les deux se rejoignaient, mais on a choisi de l'enseigner non pas en anglais, mais en français. Justement pour favoriser la réflexion. Parce qu'évidemment, vous êtes a priori mieux armé à la réflexion dans votre langue maternelle. A priori, dans votre langue maternelle, en tout cas pour la majorité d'entre vous, c'est le français, plutôt que l'anglais. Et puis, quelque chose d'extrêmement nouveau, il existe une raison partagée sous-jacente à l'ensemble des langues. Alors, je vous lis le point suivant, et puis je reviendrai sur le point précédent. Il s'agit de découvrir et de formuler les principes auxquels obéissent toutes les langues. C'est-à-dire qu'il y avait une ambition, dans la grammaire de Port-Royal, une ambition universaliste. Autrement dit, on allait rechercher dans la diversité des langues tout ce qu'elles avaient en commun. Et évidemment, en cherchant bien, on trouve des points communs entre les langues, pas seulement des points communs morphologiques, mais des points communs dans leur organisation. Et cette visée universaliste pousse à bien distinguer le langage d'un côté, qui est une capacité universelle, finalement, une capacité commune à tous les êtres humains, et puis l'application de ce langage, la mise en application de ce langage, qui est les langues différentes et extrêmement variées qui peuvent être rencontrées dans le monde entier. Et puis un principe qui a été abandonné, qui était intéressant, qui est que la parole a pour fonction d'imiter la pensée. Les philosophes se sont beaucoup posé la question, est-ce que la parole imite la pensée, ou est-ce qu'elle a une autre fonction? On a tendance à penser maintenant qu'elle a plus une fonction de communication que d'imitation, mais ça a été un débat extrêmement intéressant. Voilà, et puis on en arrive à l'époque pas tout à fait actuelle, mais à ce qui a été un peu, un révélateur et qui a imprimé un virage important dans l'étude du langage, c'est 1786. Alors, on dit 1786, probablement que cela s'est fait avant. On dit William Jones, et c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a dit avant lui, mais c'est William Jones, l'histoire est injuste, vous savez, c'est William Jones et 1786 qui est resté dans l'histoire. Donc, William Jones, c'était un dignitaire britannique, et il avait des fonctions de responsabilité dans l'Empire britannique, notamment en Inde. Et il s'est intéressé, comme beaucoup d'expatriés, à la langue du pays dans lequel il se trouvait. Et donc, il s'est intéressé au sanskrit, je vous en ai parlé tout à l'heure, la langue sacrée et ancienne de l'Inde, la langue du texte sacré indien. Et en la comparant au latin et au grec, il s'est rendu compte qu'il y avait des points communs. On savait que le latin et le grec étaient des langues de la même famille, mais on était loin d'imaginer qu'une langue aussi éloignée géographiquement que le sanskrit pouvait aussi avoir des points communs. D'où cette idée qu'il y avait une parenté entre des langues dont on ne soupçonnait pas ces liens. Et puis, c'était l'époque où le darwinisme avait connu un grand succès, l'idée que les espèces évoluent, s'adaptent, c'est-à-dire qu'on retrouve des ancêtres communs à
à différentes espèces, eh bien, on s'est dit qu'on pouvait faire la même chose avec les langues. Et on s'est mis à rechercher un ancêtre commun à toutes les langues. Et est arrivée donc l'hypothèse du proto-indo-européen. C'est-à-dire que, voilà, on a parlé d'indo-européen pour relier finalement le grec et le latin d'un côté et le sanskrit de l'autre. Étant donné qu'il y avait cette familiarité attestée entre les deux langues, eh bien, on s'est dit qu'il existait une famille indo-européenne. Mais on s'est dit aussi qu'il y avait d'autres familles que la famille indo-européenne, qui n'avaient pas forcément d'histoire commune. Mais le langage s'est développé de façon indépendante dans diverses parties du globe. Et il existe donc des familles différentes. Cela a donné lieu à une grande activité de recherche au cours du XIXe siècle. Je vous en ai parlé la semaine dernière. La principale activité en termes de linguistique au XIXe siècle, c'était la recherche de liens de parenté entre les langues, le travail de recherche de l'évolution des langues et la recherche d'ancêtres communs. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter plus fort, s'il vous plaît? Je voulais dire qu'on n'a pas trouvé une langue qui est maître de toutes. On a toujours le grec, le latin qui se différencient. Oui, ils l'ont reconstruite. Bien sûr, mais là, il s'agit d'une perspective qu'on appelle diachronique historique. Et ce qui est considéré comme sûr maintenant, c'est que le latin, le grec, le sanskrit, puis toutes les langues qui ont découlé de ces langues-là, ont un ancêtre commun qui est le proto-indo-européen. J'en parlerai tout à l'heure. Évidemment, le grec a sa spécificité, le latin a la sienne. Il n'est pas question de hiérarchiser les langues entre elles, simplement de les classer dans la perspective historique. Et j'y reviendrai, je ne réponds pas tout de suite parce que j'ai une diapo pour ça. Alors, quelques noms célèbres maintenant. Peut-être que j'y reviendrai la semaine prochaine. Les frères Schlegel, ils étaient deux. L'un d'entre eux, Friedrich, a créé le terme de grammaire comparée. Donc, pour eux, les langues sont l'expression de la culture particulière d'une nation. Là, on revient à nouveau à ce côté, c'est la nature qui nous impose notre langue. Et comment dire, ça a la vie dure, ces idées. Vous avez tous entendu dire que l'allemand, par exemple, c'est la langue de la philosophie, par exemple. Que l'italien, c'est la langue de la poésie, que sais-je. Ce sont des choses qui correspondent certainement à une certaine réalité, mais qui n'ont pas de fondement scientifique très clair. Alors, les frères Schlegel ont aussi développé l'analyse morphologique. Et puis, là je passe rapidement, ils ont classé les langues en différentes catégories. Les langues isolantes, affixantes et flexionnelles. Si, on peut quand même expliquer. Les langues isolantes, ce sont les langues dans lesquelles vous avez des mots qui sont invariables, qui sont mis côte à côte, et qui, du fait de leur juxtaposition, donnent un sens. Les langues affixantes sont les langues dans lesquelles on relie deux mots entre eux pour former un mot. Et puis, les langues flexionnelles sont les langues comme le français, l'anglais, où vous avez, ou le latin, langue flexionnelle par excellence, vous avez des désinences où le même mot, en fonction de sa fonction, prendra une forme particulière, dominus, dominus, dominé, etc. Les langues agglutinantes, c'est la même chose? Alors, les langues agglutinantes sont... Non, c'est un autre type de classification des langues agglutinantes. C'est extrêmement complexe. Vous chercherez, on n'a pas le temps d'en parler là, c'est très technique. Il n'y a pas de langue connue qui soit une langue agglutinante. Commune, oui. Connue. Ah, connue. Ouais. Du commun des mortels. Il faut aller chercher des langues très très précises. Et c'est un peu complexe. Je finis avec
les frères Grimm, tiens, comme ça va vous replonger dans quelque chose que vous avez connu. Les frères Grimm, vous les connaissez. Parce qu'ils ont écrit des contes. Les frères Grimm, ils ont écrit, vous reconnaissez, le petit chaperon rouge. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est Cendrillon. Celle-là, vous la connaissez, elle tient en cheveux. Réponse. Les frères Grimm. Voilà. Mais c'était aussi des grammairiens hors pair. Et ils ont mis au jour une règle qui est vraiment très spectaculaire, qui est la règle de la mutation consonantique. C'est-à-dire qu'ils ont constaté que les mots, les sons, en passant de l'indo-européen aux langues, au latin et puis au français par exemple, ou à l'anglais, en passant par le germanique, avaient une évolution assez commune. C'est-à-dire que le son qui est un P aspiré est devenu feu en anglais dans énormément de mots et resté peu en latin et en français. Le son de s'est dévoisé en anglais, il est devenu te, mais il est resté de en latin et en français. 10 se dit 10, mais lesquels les 10. Et si on compare des choses plus attestées, on voit que le peu latin, vous voyez, pater, father, princeps, first, post, foot. Mais en français, bon, j'ai écrit pater ici, pardon, c'est père, évidemment, prince, qui est, on retrouve le peu. Le son que est devenu le H aspiré. Chaos est devenu ho, corps est devenu heart, centus est devenu 100. Vous voyez, le que, Kentus, je veux dire, est devenu 100. Mais il est resté au moins la lettre C en français. Même chose avec le T qui est devenu th en anglais, tonare, thunder, le tonnerre, tenuis, thin, le ténu, tectum, thatch, le toit de chaume, toit et tresse, tree, etc. Donc, ces régularités-là, on les doit, c'est la découverte de ces régularités, on les doit aux frères Grimm, nous ne leur doit pas que leur nom. Voilà, je ne suis pas arrivé au bout, mais il faut que je m'arrête là parce qu'on est arrivé au bout de l'heure. Je terminerai ce chapitre donc la prochaine fois, et je répondrai, j'espère, plus précisément à vos questions. Voilà, bonne semaine, à la semaine prochaine.